Welcome to another session and wishing welcome to all the Tamkin community. Aujourd'hui, nous avons une science exceptionnelle qui sera présentée par Dr. Donaldson Wilson. Il va nous présenter un sujet qui s'intitule Intelligence artificielle. Pourquoi les mathématiques restent indispensables? Aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi nous utilisons toujours les mathématiques dans tout ce que nous faisons et pourquoi c'est indispensable à la formation des créations des IA. Et nous allons beaucoup approfondir dans ce sujet qui sera présenté par Dr. Donaldson Wilson. Et en ce moment, je vous laisse en fait bien écouter. Et comme je le dis toujours, faites très attention à ce qu'il va dire et sois prêt à poser les questions à la fin de cette séance. On s'est fait. Je laisse les mains à Dr. Donaldson Wilson. C'est à vous. Votre micro est toujours fermé. D'accord, merci Monsieur Elioub. Et tout d'abord, je salue l'ensemble des internautes de la Fondation Tamkin et je remercie chaleureusement la Fondation pour cette invitation à intervenir sur un sujet aujourd'hui particulièrement émergent. Et tout d'abord, je suis Donaldson Wilson, et ingénieur statisticien et doctorant en data science et intelligence artificielle. Je suis vraiment honoré d'avoir été invité à partager avec vous autour de cette thématique. Donc, qui est l'intelligence artificielle, pourquoi les mathématiques restent indispensables. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler des formules mathématiques parce que forcément, dans le public, il n'y a pas que des mathématiciens, mais on va surtout vulgariser certaines techniques ou encore des choses qu'on utilise en intelligence artificielle qui restent mystères pour certaines personnes qui ne sont pas dans le domaine. Et voilà. Et on le remarque tous, et depuis ces dernières années, l'intelligence artificielle s'est imposée dans presque tous les domaines d'activité. Donc, l'éducation, la finance, la médecine, le droit, la création artistique et même au sein de la recherche universitaire ou encore la recherche scientifique. Parce que de nos jours, certains journaux et même des universités acceptent qu'un chercheur soit assisté par une intelligence artificielle. Moi, personnellement, je trouve ce domaine devient de plus en plus intéressant parce que de nos jours, quelqu'un peut, sans formation technique, peut générer une image avec l'intelligence artificielle ou encore peut générer du texte, analyser des données, bien qu'avec un certain degré de fiabilité, on peut écrire des codes pour créer toute une application entière ou encore un site web grâce avec l'intelligence artificielle, tout simplement en formulant une requête en langage naturel. Donc, bien que la technologie de l'intelligence artificielle il a beaucoup d'avantages et tout le monde le voit, donc on voit il y a beaucoup de choses qui changent avec la productivité dans les entreprises, tout ça, mais il y a une illusion qui se propage ou encore qui s'est répandue. Donc, cette illusion, c'est souvent on entend que les gens ils disent que l'IA comprend tout. Ou encore, l'IA raisonne comme les humains. L'IA serait devenue autonome, presque indépendante de toutes les sciences, et en particulier les sciences mathématiques. Cette perception est une perception qui est trompeuse et la question centrale de cette conférence aujourd'hui, c'est les mathématiques sont-elles devenues secondaires dans l'IA moderne ou au contraire plus indispensables que jamais? Donc, on va essayer de voir est-ce que les mathématiques viennent après l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui vient après les mathématiques? Moi, je défendrai au cours de cette intervention une idée très claire. L'IA progresse rapidement, mais uniquement parce qu'elle se repose sur des fondations mathématiques extrêmement solides. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir tout d'abord, c'est quoi une intelligence artificielle? Donc, voilà. Donc, la question, c'est quoi une intelligence artificielle?
Une intelligence artificielle, et surtout pour les gens qui sont dans le domaine ou encore les gens qui ne sont pas dans le domaine qui aimeraient comprendre, c'est quoi une intelligence artificielle? Une intelligence artificielle, c'est tout simplement, c'est la capacité que nous, les hommes, ou encore les humains, donnent à la machine pour qu'il puisse réagir comme nous. C'est-à-dire, ça peut être soit un algorithme ou encore ça peut être soit une machine ou quelque chose qu'on va le programmer de telle sorte qu'il va donner l'impression qu'il est un humain, c'est-à-dire il va réagir. C'est pour ça, quand vous avez, par exemple, les modèles qui sont disponibles de nos jours, quand vous posez une question, il vous répond comme un être humain. Quand vous lui donnez quelque chose, vous lui donnez une image, il vous répond comme un être humain. Donc, c'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, la machine peut penser ou encore peut réagir comme un être humain. Donc, parmi les grandes branches de l'intelligence artificielle de nos jours, par exemple, pour certains, et pour beaucoup de personnes, ils pensent que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est récent, c'est-à-dire vers les 2022. Parce qu'en 2022, nous avons eu OpenAI qui a lancé le ChatGPT. Donc, quand ChatGPT est sorti, donc tout le monde pensait que c'était la première fois l'intelligence artificielle est sortie. Mais alors que cette technologie a été là, ça fait longtemps. On peut dire depuis 1950 environ. Donc, cette technologie a été là. Par exemple, avant 2022, nous utilisons tous le Face ID, c'est-à-dire pour déverrouiller notre téléphone avec le Face ID. Donc, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, mais on ne le savait pas. Parce que cette technologie réservée surtout avec des grandes entreprises qui l'utilisent. Mais en 2022, OpenAI a lancé gratuitement et ChatGPT, donc on appelle ça open source, il a laissé pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et c'est à ce moment-là, le grand public va faire connaissance de cette technologie. Mais parmi les grandes branches de l'intelligence artificielle de nos jours, n'oublie pas, on dit que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui consiste à imiter les apparences humaines, c'est-à-dire imiter la façon dont les humains pensent, etc. Mais il y a beaucoup de branches dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire quand vous voyez un chatbot, encore quand vous voyez une technologie d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de grandes branches qui peuvent encore le constituer. Donc, parmi plusieurs branches de l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle l'IA symbolique. Donc, c'est l'intelligence artificielle symbolique. C'est une approche qui est basée sur la logique, les règles, les axiomes ou encore le raisonnement symbolique. C'est-à-dire, on va donner à la machine la capacité ou encore de faire des logiques ou encore d'appliquer des règles qui existent. Donc, dans cette branche d'intelligence artificielle, on trouve souvent les systèmes d'experts ou encore les raisonnements automatiques et preuves et théoriques, etc. C'est-à-dire certains théorèmes, l'IA peut tenter de donner ses réponses ou encore ses preuves. Et ensuite, il y a l'intelligence artificielle connexionniste. Donc, c'est tout ce qui se base sur les réseaux de neurones. Donc, on va voir, c'est-à-dire c'est quoi un neurone tout à l'heure, et parce que ça, il a plus rapport avec la biologie, c'est-à-dire l'aspect biologique du cerveau. Donc, on va essayer d'imiter ça. Après, il y a l'IA statistique et probabilité et probabiliste. Donc, c'est tout ce qui a rapport, qui donne une approche basée sur les probabilités statistiques. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir, ou encore, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir avec beaucoup avec certitude, mais on peut donner une statistique ou encore une probabilité. Après, il y a machine learning, il y a l'apprentissage par renforcement. Il va apprendre tout seul. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui se réveille et qui est en train de grandir. On ne lui dit pas ce qu'il doit faire, mais il va apprendre par récompense. Un peu comme les chiens, c'est-à-dire les gens je ne sais pas comment on dit ce terme en français. Donc, les gens qui vont faire, par exemple, les chiens, quand on dit assis-toi ou encore courir, tout ça, donc, on va faire, il va apprendre par renforcement. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il fait une bonne chose, vous lui donnez une récompense. Et quand il fait une mauvaise chose, et vous le pénalisez. Comme ça, la prochaine fois, il sait, il ne doit pas faire cette chose qu'on l'a pénalisé. Donc, et c'est ça qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est à peu près la même chose pour les robots. C'est-à-dire, on peut avoir un robot ici, chez nous, mais le robot, il va apprendre tout seul.
Quand il fait une bonne chose, vous lui félicitez, mais quand il fait une mauvaise chose, vous lui dites non, il ne faut pas faire ça. Donc la prochaine fois, il va continuer à faire que des bonnes choses parce que vous lui avez félicité pour ces choses-là, mais il ne va plus faire de mauvaises choses parce que vous lui avez dit c'est pas bon. Donc tout ça, ce sont des techniques qui sont différentes et qu'on utilise pour créer les modèles d'intelligence artificielle. Donc il y a l'intelligence artificielle évolutionnaire, donc c'est tout ce qui base sur la biologie, etc. Donc, en gros, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est une technique, ou encore, ce sont des techniques qu'on donne à la machine pour qu'il puisse réagir comme un être humain. Donc, si on prend un exemple d'intelligence artificielle connexionniste, c'est l'un des techniques, ou encore des branches dans l'intelligence artificielle qui est plus utilisée. Pourquoi? Parce que ça se base sur les réseaux de neurones. Donc, c'est quoi un neurone biologique? Normalement, pour les biologistes, un neurone biologiste ou encore les neurones biologiques, ce sont des cellules. Parce que le cerveau humain est composé d'un ensemble de cellules, donc, qui sont appelées souvent les neurones. Donc, ces neurones sont composés de noyaux, ce qu'on peut voir dans l'image, ça compose de noyaux, et des connexions entrantes, qu'on appelle les dendrites, et d'une connexion sortante qu'on appelle l'axone. Donc, normalement, ces neurones, et quand vous êtes dans un environnement, il y a un son, quelqu'un parle. Comment est-ce que vous entendez cette personne? Donc, quand quelqu'un parle autour de vous, donc il y a les dendrites qui vont recevoir ces informations, encore les signaux de ces informations. Donc, il va prendre les informations, il va les transférer vers l'axone. Donc, l'axone, lui, il possède des mécanismes qui permettent à vous de réagir par rapport avec cette information qui est autour de vous. Par exemple, quand vous entendez un bruit, donc normalement, il y a les gens qui vont courir. Donc, ce qui se fait, c'est parce que le dendrite, lui, il a pris ces informations, il envoie à l'axone va envoyer au cerveau. Donc, il y a des mécanismes biologiques qui vont jouer et la personne va décider est-ce qu'il va courir, est-ce qu'il va rester, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont faites avec les neurones biologiques. Maintenant, c'est quoi un neurone artificiel? Et c'est là les mathématiques vont commencer à entrer. Donc, un neurone artificiel, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va faire, on va imiter les neurones biologiques. Donc, les dendrites, ils vont remplacer par les données. C'est-à-dire, pour avoir une intelligence artificielle, il faut lui donner des données. C'est-à-dire, préalablement, il va apprendre. OK? Par exemple, c'est comme un enfant qui veut parler anglais. Il faut lui donner des livres en anglais. Il va apprendre à parler anglais. Et après quelques années, lui, il peut être un traducteur ou encore il va parler anglais facilement. Donc, c'est à peu près la même chose que l'intelligence artificielle. On lui donne des documents ou encore des données. Il va apprendre ces données. Et la prochaine fois qu'on lui pose une question, suivant ce qu'il avait appris, il va vous répondre. Donc, les données qu'on donne à l'intelligence artificielle selon l'approche connexionniste, on les appelle, et ils représentent, et analogiquement avec les neurones biologiques, les dendrites. Ces données, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle les fonctions d'activation. Et les fonctions d'activation, c'est ça qui joue le rôle de l'axone. Et ça va donner une sortie. Donc, tout ça, ça reste un peu flou. On va rentrer dans les détails après. Donc, c'est pour vous dire ici, là, l'être humain, qu'est-ce qu'on a fait, nous, les mathématiciens et les informaticiens, on a modélisé une partie de neurones biologiques. C'est-à-dire, on a modélisé ça mathématiquement afin de donner naissance à l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est présent ici, ça s'appelle un neurone ou encore un perceptron. Quand je les mets plusieurs ensemble, quand il y a plusieurs neurones, on va appeler ça un réseau de neurones, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs neurones à l'intérieur. OK? Donc, c'est ça qui va donner naissance à ce qu'on appelle les deep learning, qui se base surtout sur les réseaux de neurones. Après, il y a une deuxième partie, encore là, selon une deuxième approche, on avait dit dans l'IA, il y a plusieurs grandes branches selon la façon dont la machine a appris. Donc, il y a l'IA connexionniste, on avait vu ça, et il y a le machine learning aussi. Le machine learning, c'est tout ce qui se base, par exemple, sur les problèmes des classifications, de clustering, etc. Donc, quand je parle de clustering, ça veut dire quoi? C'est quand vous donnez à la machine des choses à apprendre. Par exemple, si on prend le cas, il y a ce qu'on appelle les apprentissages automatiques et les apprentissages supervisés, l'apprentissage non supervisé, etc. Par exemple, le clustering, il fait partie du machine learning et il est dans la famille des apprentissages non supervisés. Cela veut dire quoi? Parce que quand vous avez, par exemple, si vous utilisez ChatGPT ou encore un autre modèle,
Donc, on va venir sur ces modèles après. Mais ces modèles, comment ils peuvent vous répondre? Ils vont vous répondre parce qu'ils avaient déjà appris préalablement des choses. Par exemple, si vous lui montrez des fruits, beaucoup de fruits, donc il va apprendre c'est quoi une banane, c'est quoi une orange, tout ça. Et la prochaine fois qu'une personne lui demande cette fruit, est-ce qu'elle est une banane ou une orange, etc., lui, il va vous répondre. Il va dire ce n'est pas une banane parce que quand j'avais appris une banane, voilà comment une banane, voilà les caractéristiques d'une banane, etc. Donc, tout ça, ce n'est que des mathématiques, des équations mathématiques. On va rentrer dans le vif du sujet après. Quand vous donnez, par exemple, ces fruits à une intelligence artificielle, par exemple, les pommes, fraises, pois, donc, ce qu'il va faire, lui, ici, vous ne lui dites pas c'est quoi une pomme, vous ne lui dites pas c'est quoi une fraise, etc. Ce qu'il va faire, il va prendre chaque fruit, il va voir les caractéristiques communes qui existent et il va les regrouper. Donc, on peut voir ici, il va créer des groupes. Donc, ce système, c'est la même chose. Cette architecture, on l'utilise dans les entreprises. Par exemple, dans les entreprises, quand vous voulez faire ce qu'on appelle les segments de clients. Par exemple, une entreprise qui veut faire un segment de clients. Donc, c'est ça qu'il fait. Donc, il va prendre tous les clients. Il va voir les clients qui ont les mêmes caractéristiques. Après, on va les mettre dans les groupes. Et la même chose, si vous fabriquez des vêtements et vous aimeriez regrouper les vêtements, on peut faire la même chose. On peut demander à une intelligence artificielle de classer les vêtements. Il va mettre les small ensemble, les medium ensemble, etc. Après, il y a une autre méthode qu'on appelle, ce sont des méthodes supervisées, on appelle les classifications, c'est l'une des classes des méthodes supervisées. C'est quand vous dites à la machine, c'est quoi la chose? Par exemple, tout à l'heure, on lui a donné les fruits. On n'a pas dit c'est quoi une pomme et c'est quoi une fraise. Maintenant, on lui dit, voilà un chat, voilà les chats et les chiens. Donc ici, il voit, c'est vous qui lui avez dit, ce sont les chats, ce sont les chiens. Et ça, c'est une autre technique. Là, il va apprendre c'est quoi un chat, c'est quoi un chien. Et la prochaine fois, vous lui donnez un animal, il va vous dire avec un certain degré, est-ce que ça c'est un chat ou est-ce que ça c'est un chien. Donc tout ça, ce sont des méthodes d'apprentissage qu'on ne veut pas entrer dans les détails, mais on va voir maintenant que fait vraiment l'IA. Donc c'est en voyant que fait vraiment l'IA, c'est là on va voir et l'importance encore des mathématiques. Donc, avant de clarifier certaines choses, il faut savoir que l'intelligence artificielle est différent de utiliser l'intelligence artificielle est différent de comprendre l'IA. Okay? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui fait prompt engineering, c'est-à-dire quand vous posez des questions à l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que vous faites de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on peut le voir sur LinkedIn ou d'autres plateformes. Il y a des gens qui s'appellent les experts en intelligence artificielle. Mais à mon humble avis, on ne peut pas avoir un expert en intelligence artificielle sans les mathématiques, sans avoir des bagages mathématiques. Pourquoi? Parce que de nos jours, le fait de faire une application et en intelligence artificielle ou encore de faire un site web qui analyse des choses avec l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que vous êtes un expert. Pourquoi? Parce que vous pouvez demander à un chatbot de vous écrire un code, il va vous écrire un code complet. Donc ça, on appelle ces gens surtout les utilisateurs d'intelligence artificielle. Donc, l'expertise en intelligence artificielle, c'est surtout les gens qui possèdent des bagages ou encore des connaissances en mathématiques, plus en programmation. Parce que si on veut résumer l'intelligence artificielle, c'est une application des modèles mathématiques plus l'informatique. Maintenant, on va voir ce que fait réellement l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous prenez un chatbot, vous lui posez une question et vous voyez la réponse est vraiment fluide, grammaticalement correcte. Maintenant, vous dites, waouh, on dirait que c'est un humain. Et parfois, il y a même des personnes qui disent, et l'IA, ça donne des vraies réponses mieux que les humains. Alors, ce qui parfois, il faut donner une réponse qui est vraiment grammaticalement correcte, mais alors ce qui c'est faux. Donc, on va voir pourquoi. Maintenant, la question, quand vous donnez un texte, par exemple, à un chatbot, et lui, il vous répond, ou encore vous lui donnez une image, ou encore vous lui demandez de vous générer une image. Donc, on fait tout ça de nos jours. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que l'intelligence artificielle voit l'image? Parce qu'il n'a pas les yeux, il n'a pas la conscience, il n'a pas les sens. Comment il voit l'image? Comment il vous entend? C'est-à-dire entend votre audio.
le fichier que vous lui donnez, comment il lit le fichier. Donc, tout ça, ce sont des questions à apprendre. Moi, voilà ce que fait l'IA. L'IA prédit, l'IA optimise et l'IA approxime. Donc, l'illusion, c'est que les gens, ils pensent que l'IA voit. Il ne voit rien du tout. Quand vous lui donnez une image, il est incapable et même impossible de comprendre cette image sans faire des choses mathématiques. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, cette image que vous voyez ici, il y a 4 choses. Il y a une audio, il y a une vidéo, il y a une audio, il y a un fichier de texte, après il y a une image. Quand vous donnez une vidéo à une intelligence artificielle, ou vous donnez une voice note, ou encore vous donnez un texte, ou vous donnez une image, pour qu'il puisse vous répondre, il doit convertir ces données-là en des matrices mathématiques, ou encore en des vecteurs. Par exemple, une image, comme vous voyez, c'est comme un tableau de pixels, ou encore c'est comme une matrice de données. Par exemple, on va clarifier ça. Regarde un chat. Par exemple, si on prend ce chat, vous donnez ça à ChatGPT, par exemple, ce chat. Mais pour vous, un être humain, c'est un chat. Même si quelqu'un n'est jamais allé à l'école, si vous lui donnez un chat, est-ce qu'il va faire des équations mathématiques pour comprendre que c'est un chat? Non, parce qu'il n'est jamais allé à l'école. Il n'a pas besoin de faire des mathématiques pour voir c'est un chat. Parce que c'est une personne, il a le sens. Il a les 5 sens, c'est-à-dire pour écouter. Il a les sens pour voir les choses, etc. Il a les chances pour goûter les choses. Donc, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour voir c'est un chat. Mais alors que l'intelligence artificielle, c'est impossible pour lui, pour comprendre c'est un chat, s'il ne convertit pas cette photo d'abord en une matrice de données ou encore en des chiffres. Par exemple, vous lui donnez un chat. La première chose qu'il va faire avec cette photo que vous lui donnez, même s'il fait toutes ces choses en 2 secondes, mais c'est ce qu'il fait. La première chose qu'il va faire, il va convertir cette photo en un tableau de pixels, c'est-à-dire en des petits chaos, On l'appelle les pixels. Et chaque pixel va représenter avec une code de couleur, c'est-à-dire avec des chiffres. Et votre image, le chat n'est plus une photo pour lui, mais c'est une matrice de données. Et cette matrice de données, pour les gens qui font l'algèbre, ce qu'il va faire, il va faire que des calculs mathématiques pour vous donner la réponse. Cette matrice, on peut le modifier. Cette matrice, on peut calculer les normes. On peut calculer la norme des vecteurs qui le composent. On peut calculer, déterminer. Il y a beaucoup de calculs mathématiques qui sont faits. Par exemple, quand vous lui donnez une photo de quelqu'un, il fait la même chose. Il va décomposer ça en pixels et le pixel devient une matrice des données. Donc, en réalité, c'est ça que fait l'IA. Quand vous lui donnez une voix, une vidéo, un fichier, il est incapable d'ouvrir ou encore de comprendre ce fichier sans le décompose en une matrice de données. Donc, et dès qu'on le décompose en une matrice de données, croyez-moi, tout ce qui vient après, ce n'est pas de magie, mais ce sont des calculs mathématiques. Donc, ici, on vient de voir qui se fait vraiment l'IA quand vous lui donnez une chose. Maintenant, on va voir les mathématiques au cœur de l'intelligence artificielle. La première chose au cœur de l'intelligence artificielle, c'est l'algèbre linéaire. Ça, c'est indispensable. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans algèbre linéaire. Impossible. Pourquoi? Parce que je vous dis, quand on donne une image, un texte, une photo, ou encore un texte, ou encore une vidéo à une intelligence artificielle, la première chose qu'il fait, c'est décomposer ça en une matrice de données. Parfois, une très grande matrice de données. Et après avoir décomposé ça en une matrice de données, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des calculs mathématiques. Donc, l'algèbre linéaire, c'est le socle structurel de l'intelligence artificielle moderne. Et on peut poser la question pourquoi? Parce que les données sont représentées sous forme de vecteurs, encore sous forme de matrices, ce qu'on vient de voir. Par exemple, quand vous donnez un fichier, vous donnez une voice note, tout ça, on les appelle les données. Et les données, ils vont se représenter sous forme de matrices et sous forme de vecteurs. Donc, par exemple, si on prend un exemple, dans les modèles de langage, chaque mot sont représentés par un vecteur. On va voir ça tout à l'heure. Par exemple, quand vous avez un texte, vous donnez à l'intelligence artificielle, il va décomposer ça en un vecteur, etc. Et après, il va faire des calculs mathématiques, etc. Après, il y a la probabilité statistique.
Le machine learning ou encore l'apprentissage automatique est en réalité les statistiques. Car quand on entraîne un modèle machine learning ou encore une intelligence artificielle, on ne connaît pas la vraie loi des données. On observe seulement un échantillon et le modèle doit généraliser. Donc, cela nécessite souvent ou encore toujours des probabilités conditionnelles, calcul des expériences mathématiques, la variance, estimation des paramètres, etc. Vous allez faire une remarque. Quand vous écrivez sur votre clavier de téléphone, par exemple, si vous écrivez comment ça va, c'est-à-dire vous écrivez ces trois mots, le clavier va vous suggérer un autre mot. Par exemple, si vous écrivez comment ça va, il peut vous suggérer aujourd'hui. Par exemple, ce matin, vous allez choisir. Comment il fait ça? C'est avec la probabilité. C'est-à-dire, dépendamment de ce que vous venez d'écrire, encore selon ce que vous êtes en train d'écrire, il est en train de calculer la probabilité pour prédire le mot qui va venir après. Par exemple, quand vous écrivez comment ça va, il peut vous prévenir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans les textes, il a appris, c'est-à-dire les données qu'il avait sur les données, lors de son apprentissage, dans les données, à chaque fois que quelqu'un écrit comment ça va, il y a plus de chances qu'il mette aujourd'hui, par exemple, que demain. Parce que personne ne va dire comment ça va demain. Donc, la probabilité de choisir le mot demain, c'est 0. Donc, il ne va pas vous suggérer demain. Il va vous suggérer souvent aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, etc. Donc, tout ça, c'est la probabilité et les statistiques qui sont en train d'être appliquées derrière les réponses que vous donnez les artificiels. Après, il y a ce qu'on appelle l'optimisation. Donc, l'optimisation en intelligence artificielle, c'est, par exemple, le cœur de l'apprentissage, c'est la fonction de perte. C'est-à-dire, quand une intelligence artificielle vous donne une réponse, à chaque fois, il optimise sa fonction de perte. Ça veut dire quoi? La fonction de perte, c'est-à-dire, souvent, les réponses qui sont fausses, c'est-à-dire, il va minimiser l'erreur. Donc là, on est en train de faire l'optimisation. Or, tout ça, ce sont des calculs mathématiques. N'oublie pas, on vient de voir quand l'intelligence artificielle vous donne et quand vous lui donnez ces choses, ce sont des calculs, ce sont des matrices de données. Donc, il va appliquer les probabilités, les statistiques, l'optimisation, l'algèbre linéaire pour vous répondre à tout ça. Par exemple, on peut prendre, et pour les gens qui sont surtout dans le domaine, et l'exemple de la descente de gradient. Donc, un modèle ajuste ses paramètres suivant la pente de la fonction de perte. C'est-à-dire, ce sont des problèmes mathématiques. Parce que quand vous allez ajuster les pentes d'une fonction, donc vous faites appel au calcul des minimums locaux et locaux, disons, ou encore des minimums et des max, des minimums globaux, et à la stabilité numérique des modèles et à la vitesse de convergence. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on utilise en mathématiques avec le calcul des dérivés. Donc, en réalité, quand un modèle échoue, souvent, ce sont des raisons mathématiques. C'est-à-dire, vous avez un modèle et, par exemple, le code, vous pouvez l'obtenir le code très facilement parce que même l'IA est capable d'écrire le code tout entier. Maintenant, le modèle va échouer selon les paramètres que vous choisissez, etc., qui sont d'autres mathématiques. Après, il y a la théorie des graphes aussi qui est très utilisée. Donc, ça, c'est parmi les modèles, les domaines qui sont les sous-domaines mathématiques qui sont plus utilisés pour fabriquer les modèles que nous utilisons aujourd'hui. Maintenant, on va revenir sur le modèle de clustering. Par exemple, tout à l'heure, on avait dit quand vous donnez les fruits à une intelligence artificielle, ce qu'il va faire, lui, il va convertir ça en matrice de données. C'est-à-dire, les fruits, une pomme n'est plus une pomme. Ce qu'il fait, une pomme sera un vecteur de données, c'est-à-dire de chiffres. Donc, normalement, il a oublié ça. Donc, maintenant, il conserve le vecteur. Et ces vecteurs-là, il va faire des calculs mathématiques. Tout ça, ce qu'il fait. C'est-à-dire, pour regrouper ces fruits qui sont là en trois groupes, c'est-à-dire les pommes, pois et les fraises, il faut appliquer ces méthodes mathématiques. Donc, ces calculs mathématiques qui sont là. Donc, ça, c'est juste une illustration parmi les méthodes qu'on utilise pour faire le clustering. Il y a d'autres, mais impossible de classifier ça. Même une machine ou un robot, impossible de classifier ça sans avoir appliqué ces équations ou encore ces familles de méthodes sur les vecteurs qui représentent ces
ces fruits. Donc, la même chose. Si vous donnez à une intelligence artificielle, vous lui donnez une pomme et vous lui donnez une orange, et vous dites, est-ce que ces deux choses sont mêmes? Donc là, c'est comme un piège. On va dire, est-ce qu'une pomme et une orange, c'est la même chose? Vous voyez? Là, vous vous posez une question. Mais si vous posez cette question à quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, moi, je dis ça, c'est pas pour... C'est juste pour vous montrer que même si on ne va pas à l'école, on peut savoir. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais à l'école illettré, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'aller, on n'a pas besoin d'aller à l'école juste pour savoir qu'une pomme est différente d'une orange. Donc, ce qu'on va faire ici, si vous lui donnez une pomme et une orange, ce qu'il va faire, il va voir que c'est pas une pomme et une pomme est différente d'une orange. Donc, de même, mais quand vous donnez à ça à une intelligence artificielle, il doit faire des calculs mathématiques pour savoir. Donc, si aujourd'hui même, si vous prenez une photo d'une pomme et une photo d'une orange, vous donnez à un chatbot, que ce soit ChatGPT, Gemini, n'importe quelle intelligence artificielle, avant de vous répondre, il va convertir la pomme en un vecteur de données. Il va convertir l'orange en une vecteur de données. Donc, on va avoir des vecteurs, par exemple un vecteur A, un vecteur B. Et il va calculer, par exemple, parmi les méthodes qui existent, ce qu'on appelle cosine similarity. C'est-à-dire, il va calculer l'angle entre des vecteurs. N'oublie pas, en mathématiques, on calcule l'angle entre deux vecteurs. Par exemple, cosinus des alpha, des bêta, etc. Et quand il calcule le cosinus entre ces deux angles, suivant la valeur de l'angle, plus l'angle est grand, c'est-à-dire si l'angle est très grand entre les deux, là, on va dire que ces deux choses ne sont pas les mêmes, ne sont pas similaires. Mais si l'angle est très petit, donc on va dire que ces choses sont similaires. Et si l'angle est égal à 0, donc on va dire que c'est même. Par exemple, si vous prenez on va prendre par exemple deux animaux qui sont à peu près semblables, ou encore qui ont presque la même caractéristique. Par exemple, si on prend une chèvre et un mouton, ces deux choses-là, bien qu'ils ne sont pas identiques, mais parfois, il y a certaines personnes qui les confondent. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent. Et quand vous demandez ça à une intelligence artificielle, quand il va calculer les cosinus entre les deux, il va calculer l'angle entre les deux, il va trouver un angle qui est très faible. Parce que ces deux animaux, ils se ressemblent, ils ont les mêmes caractéristiques. Mais il ne va pas trouver l'angle égal. Parce que si l'angle est égal, si l'angle est égal à 0 entre les deux, ça veut dire qu'une chèvre, c'est la même chose qu'un mouton. Donc, en gros, c'est ça qu'il fait. À chaque fois que vous lui donnez des choses, c'est ça qu'il fait. Maintenant, le sujet le plus intéressant, encore, c'est là où tout le monde, c'est là où on attend tous plus d'explications, c'est surtout avec les GPT. C'est quoi les GPT? Qu'on appelle les Generative Pre-trained Transformers. Les GPT, ce sont les grands modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés sur beaucoup de données, ou encore sur des données massives. Donc, qui sont été prêts. Voilà les exemples des GPT. Par exemple, ChatGPT. On les appelle les GPT. Normalement, quand vous voyez ChatGPT, le GPT signifie Generative Pre-trained Transformers. Ça veut dire c'est une famille d'intelligence artificielle qui a été entraînée sur beaucoup de données. C'est quoi le principe? Pour entraîner ces modèles, ce qu'ils font les entreprises, ils vont collecter des données, beaucoup de données, et même des données que moi et vous, nous n'avons pas accès. C'est pour ça, parfois, quand vous donnez une question à ChatGPT, vous cherchez cette réponse sur Internet, vous ne le trouvez pas. Mais quand vous demandez à ChatGPT, il vous donne la réponse. Pourquoi il vous donne la réponse? C'est parce que lui, pour entraîner ChatGPT, les entreprises, ils achètent ces données-là. Ils achètent des livres. Parce que ces livres, ils sont payants. Ils contiennent des informations importantes, mais moi et vous, nous n'avons pas la possibilité d'acheter ces livres. Mais ces entreprises qui se font faire, ils achètent ces livres, ils achètent des articles scientifiques, etc. Et ils vont donner ça au modèle pour qu'ils puissent apprendre. Donc, c'est pour ça que quand vous lui posez une question, c'est normal de ne pas trouver cette chose sur Internet, mais lui, il a la réponse. Parce qu'on lui avait donné ces livres. Par exemple, ces entreprises, ils ont le moyen pour acheter tous ces documents-là. Donc, le principe de ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, les Llama, ou encore Mistral, Grok et d'autres modèles, ce qu'ils font, on va acheter beaucoup de données. C'est comme un enfant.
Vous avez un enfant et vous voulez que cet enfant devienne un traducteur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui acheter des livres, par exemple en anglais, beaucoup de livres anglais, et vous donnez ces livres à l'enfant. Maintenant, vous pouvez lui donner aussi un professeur pour que l'enfant puisse apprendre avec le professeur. Là, on parle d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire, le modèle d'intelligence artificielle a été supervisé. Ou bien, vous pouvez lui donner le livre, c'est lui qui va apprendre tout seul. Donc là, on parle d'apprentissage non supervisé. Donc, les modèles d'intelligence artificielle, ce qu'ils font, c'est pour ça à chaque fois, il y a une nouvelle version. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles informations et ils vont optimiser leurs paramètres. Donc, ce qu'ils font, on va acheter beaucoup de livres et beaucoup d'ouvrages qui ont à peu près tout ce qui existe. C'est pour ça qu'on parle des modèles qui entraînent sur beaucoup de données, parce qu'on donne quasiment de tout ce qui existe. Les dictionnaires, les encyclopédies, les livres scientifiques, des articles scientifiques, tout ça, on va récolter ces données et on va convertir toutes ces données en des matrices de données, par exemple, c'est-à-dire avec les chiffres, et on va appliquer des équations mathématiques et on va appliquer des techniques en biologie aussi, tout ça, c'est-à-dire des méthodes et selon les branches des tests artificiels, et les modèles vont apprendre tout ce qui existe, c'est-à-dire tout ce que vous lui avez donné. Maintenant, une fois appris ces choses, maintenant, là, on va avoir ce qu'on appelle un modèle et on va mettre ces modèles à la disposition des gens. Maintenant, quand vous allez lui poser une question, il va vous répondre selon ce qu'il avait appris. Donc, c'est pour ça, parfois, en intelligence artificielle, vous lui posez une question et il vous donne une réponse qui est fausse. Pourquoi? Plusieurs choses se passent. Soit il a été appris sur des données qui sont fausses. Pourquoi? Parce que avant, pour entraîner l'intelligence artificielle, on lui donnait souvent des données qui est sur l'Internet, avec surtout ce qu'on appelle les web scraping. C'est-à-dire, lui, il va chercher les données sur Internet. Mais sur Internet, il y a des gens qui postent des choses qui sont fausses. C'est-à-dire des fausses, on appelle les fake news, tout ça. Lui, il va apprendre tout ça. Donc, l'intelligence artificielle, c'est normal, quand vous lui posez une question, il va vous répondre des choses qui n'existaient pas, encore des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'il a appris des choses qui ne sont pas vraies. Donc, c'est normal qu'il vous apprenne. Donc, les entreprises, ils comprennent ça, ce qu'il fait maintenant, au lieu de faire le modèle apprend et sur Internet ou encore n'importe quoi, maintenant, il va, et avant de faire apprendre le modèle, ils ont des chercheurs, des gens qui vont vérifier les données, c'est-à-dire les livres. On va surtout sélectionner des livres ou encore des choses qui sont vérifiées, qui sont véridiques, etc. Donc, c'est pour ça, plus à chaque fois vous allez voir un modèle qui est mieux que ce qui est avant, etc. Donc, ça, ce sont les modèles. Ces modèles, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, etc. Donc, la différence entre un modèle ChatGPT et Gemini, c'est souvent des problèmes mathématiques, c'est souvent des choses mathématiques. Pourquoi? Parce que les chercheurs de ChatGPT, ils apprennent, ils savent comment bien manipuler les paramètres, comment bien faire les choses, etc. Donc, il va obtenir un modèle qui est plus performant, ou encore les données sont plus cohérentes, etc. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT ou encore Gemini, Claude, DeepSeek, par exemple, vous lui donnez cette phrase, vous dites bonjour le monde. En réalité, ils ne comprennent pas bonjour le monde. Et c'est impossible de comprendre ça sans les mathématiques. Ce qu'il fait d'abord, il va convertir le bonjour le monde que vous lui tapez dans votre clavier en ce qu'on appelle les tokens. C'est-à-dire les tokens, ce sont des unités minimales de texte utilisées par le modèle, par exemple, soit un morceau de mot, encore une syllabe, etc. C'est-à-dire, dans bonjour le monde, il va convertir ça en 3. Bonjour le monde. Mais ça peut être converti en 5. Par exemple, le bonjour peut être découpé en 2. Donc, on va voir bon, après on va voir jour, après on va voir le, après on va voir monde. Ça va nous faire 4 mots. C'est-à-dire, ça va faire 4 tokens de préférence. OK? Donc, une fois déconverti ça, et en ce qu'on appelle les tokens, pour chaque token, il va faire ce qu'on appelle un vecteur. Il va les associer à un vecteur. C'est-à-dire, le mot bonjour devient un vecteur de données, c'est-à-dire des chiffres. Le devient aussi un vecteur de données, un chiffre. Le monde aussi devient un vecteur de données. Donc, le bonjour que vous lui avez donné dans la phrase, lui, il a oublié ça. Maintenant, il va travailler surtout avec la matrice pour vous répondre.
Parce que s'il ne convertissait pas ça en matrice de données, il ne peut pas vous répondre. Donc, une fois converti en matrice, il va faire des calculs mathématiques, des théorèmes très compliqués, des choses, etc. Et une fois fait les théorèmes, il va reconvertir ça en des textes pour vous répondre à ce moment-là. Maintenant, il va vous donner, selon le contexte que vous lui avez posé la question, et vous lui avez donné les phrases, donc lui, il va vous répondre. Donc, en gros, sans les mathématiques, pas d'intelligence artificielle, impossible. Parce que la structure d'intelligence artificielle dépend des mathématiques. Pourquoi? Parce que même quand vous lui donnez une image, il ne peut pas vous répondre sans avoir préalablement converti votre image en une matrice de données. Si vous lui avez donné une voice note, la même chose. Donc, à chaque fois, il doit les convertir en une matrice de données, après appliquer les équations mathématiques en algèbre, en probabilité, en théorie des graphes, etc., avant de vous répondre. Donc, si on veut voir quelques grands théorèmes qui existent en mathématiques et donc qui sont indispensables au modèle GPT, donc quand on parle des modèles GPT, c'est-à-dire ce sont des modèles comme ChatGPT, et Gemini, et Grok, etc. Par exemple, si on prend le théorème de Bayes, en probabilité statistique, c'est un théorème fondamental pour la modélisation probabiliste, inférence, mise à jour, croyance, etc. Par exemple, la loi des grands nombres, surtout les statisticiens, ils connaissent très bien la loi des grands nombres, théorème central limite, théorème entropie des Shannon, tout ça. Par exemple, théorème de convergence des gradients. Sans ce théorème, c'est presque impossible pour une intelligence artificielle de vous répondre correctement. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse vous répondre, il doit minimiser son erreur. Et minimiser, on utilise toujours la technique de descente de gradient. Donc, les gens qui font les maths, qui font toujours l'optimisation, ils connaissent bien c'est quoi les fonctions lipschitziennes, la convexité, etc. Après, il y a le théorème de la chaîne. Tout ça se fait avec calcul différentiel parce que pour qu'une intelligence artificielle apprenne, ils apprennent sur des fonctions mathématiques qui sont très complexes. Ils utilisent beaucoup de dérivés, beaucoup de calculs différentiels, etc. Théorème de Hahn-Banach, etc. Théorème spectral. Donc, tout ça, ce sont des grands théorèmes qui utilisent les modèles GPT. Et sans ces théorèmes, c'est impossible pour qu'ils puissent apprendre et pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà. Donc, les limites actuelles en intelligence artificielle. Pour le moment, voici les limites actuelles. Erreur de calcul, hallucination, absence de garantie. Erreur de calcul, ça veut dire quoi? Parce que si vous demandez à ChatGPT, par exemple, les modèles de artificiels, 37 fois 20, ça, cette réponse, parce que n'oublie pas, la structure de ces modèles, c'est plus probabiliste. C'est-à-dire, il va vous répondre avec une probabilité. C'est pour ça, si vous avez vu dans les modèles ChatGPT, par exemple, le chatbot ChatGPT, en bas, on écrit souvent, l'IA peut faire des erreurs. Veuillez vérifier les informations importantes. Pourquoi? Parce qu'il calcule, il ne raisonne pas comme un être humain. Il fait des calculs. Donc, il peut se tromper dans les calculs. OK? Donc, les erreurs de calcul, surtout quand les choses sont exactes. Tout ce qui est exact, c'est-à-dire qui doivent être exact, parce que les mathématiques, c'est quelque chose qui est exact. Donc, tout ce qui est exact, il a la possibilité de faire des erreurs. Par exemple, quand vous lui demandez 37 fois 20, parfois, et on lui demande entre 10,11 et 10,3, c'est quoi? Et quel est le plus grand? Il se trompe. Maintenant, les modèles de nos jours, le plus souvent, parce que l'IA, c'est quoi son faiblesse actuelle? C'est les mathématiques. Quand vous lui donnez un devoir mathématique, il vous fait une démonstration qui est tellement grammaticalement correcte, vous pensez que c'est correct, alors que c'est faux. Pourquoi? Parce que au lieu de raisonner, il calcule. Or, mathématiques demande d'abord le raisonnement, parce que certaines choses sont abstraites. Mais lui, ce qu'il fait, il convertit ça en des données, après il calcule, et même si ce qu'il a écrit c'est faux, il pense que c'est vrai. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle, donc, pour remédier à ce problème, les chercheurs, au lieu de demander à ChatGPT d'approximer quelque chose qui est exact, donc quelque chose qui est exact, on ne veut pas l'approximer, on veut la réponse exacte. Donc, au lieu d'approximer ça, on va surtout demander, on va lui donner des API, des logiciels mathématiques. Comme ça, au lieu de penser lui-même à vous donner la réponse, il va faire les calculs dans le back-end pour donner la réponse. Par exemple, des API de MATLAB, des API de Scilab, etc., des logiciels mathématiques.
Il y a aussi le problème d'hallucination. Hallucination, ça veut dire quoi? C'est quand l'intelligence artificielle vous donne des mauvaises références. Parfois, il peut vous donner une référence scientifique qui est complètement fausse. Par exemple, il peut vous dire la capitale de la France est Marseille. Mais attention, ce n'est pas les modèles de nos jours, parce que les modèles de nos jours, ils ont beaucoup travaillé pour réduire l'hallucination. C'est-à-dire, il peut vous dire, il peut confondre, par exemple, une année, ou encore le nom d'une personne, etc. Donc, tout ça, ça dépend surtout des données. Par exemple, les données qu'ils ont prises sur Internet, etc. Donc, pour remédier à ça, au lieu de lui donner des données sur Internet ou des mauvaises données, on va lui donner qui sont déjà vérifiées par des experts, etc. Donc, en gros, à mon avis, je pense que l'intelligence artificielle et les mathématiques est une alliance durable. Et s'il y a un métier qui restera pur d'ici l'année 2050, ce sera les mathématiciens. Pourquoi? Parce que de nos jours, certaines personnes ne vont même pas à l'hôpital, parfois. Attention, ce n'est pas quand ils ont quelque chose de grave. C'est-à-dire pour avoir une consultation. Avant, pour avoir une consultation, on va à la clinique ou encore à l'hôpital. Mais beaucoup de gens, quand ils ont quelque chose, ils vont décrire ça à une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Pas que l'IA remplace les médecins, parce que quand il faut faire une chirurgie, là, on a besoin des médecins, mais l'IA remplace la quantité de médecins. C'est-à-dire, un hôpital qui a 100 médecins, c'est normal qu'il a 20 médecins après 50 ans. Pourquoi? Parce que si on dit s'il avait 50, maintenant il a 20, les 30 médecins sont remplacés parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui vont venir. Quand vous avez, par exemple, mal à la tête ou vous avez quelque chose qui vous fait mal, au lieu d'aller à l'hôpital, vous allez demander à ChatGPT, par exemple, ah, ce matin, je me suis réveillé, voilà le côté qui me fait mal, etc. Lui, il va vous donner un diagnostic. Et ce qui se fait, etc., cette personne-là, il ne va pas à l'hôpital. Par exemple, il y a l'IA jury, c'est-à-dire, au lieu d'avoir des membres de jury, on va demander aux intelligences artificielles d'assister, c'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un est un avocat, d'assister un avocat, d'assister un membre du jury, etc. Il y a des l'IA d'analyse des données, c'est-à-dire, l'IA, tout ça, ce sont des IA qui sont spécialisés. Mais pour le moment, on n'a pas encore un IA en mathématiques. Et encore, même si des entreprises prétendent qu'ils ont une IA en mathématiques, normalement, c'est faux. Parce que ça, ce sont des discours marketing. Pourquoi? Parce que la structure de l'intelligence artificielle n'est pas, la structure de l'intelligence artificielle n'est pas encore adoptée pour donner des preuves mathématiques. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, ça ne raisonne pas, ça calcule. Or, raisonner et calculer, ce n'est pas la même chose. Donc, nous, et ici, il y a même la structure fondamentale de l'intelligence artificielle, ça dépend des mathématiques. Donc, ici, on aura besoin toujours des mathématiciens pour avoir de meilleurs modèles. N'oubliez pas, quelqu'un qui est expert en intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui maîtrise à la fois les mathématiques et la programmation. Donc, on aura besoin toujours de ces personnes. Parce que même s'il y a pu remplacer un informaticien aujourd'hui, parce que vous pouvez lui demander de vous écrire un code, d'écrire un site web, etc. Mais les preuves mathématiques, ce sont les mathématiciens qui vont faire ça. Donc, ça, c'est un métier qui va rester pur, en tout cas, d'ici les 50 d'années. Bon, on ne sait pas, parce que la technologie, ça avance beaucoup. Peut-être dans quelques années, on peut avoir une IA qui peut faire des preuves mathématiques. Parce que l'IA, surtout, ça se base sur la réalité, quelque chose qui est réel. Donc, vous lui avez donné des choses réelles et lui, il va vous répondre, il va faire des calculs. Mais les mathématiques, c'est plus que la réalité. Les mathématiques, c'est plus quelque chose qui est abstrait. C'est-à-dire, parfois, les mathématiciens, ils savent ça. Vous voulez faire une démonstration dans R, c'est-à-dire dans la réalité. Au lieu, c'est très difficile de faire ça en réalité. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à un ensemble imaginaire, par exemple, les nombres complexes. Là, on va donner une réponse dans l'ensemble imaginaire. Et une fois donné la réponse en imaginaire, on va revenir dans la réalité. C'est-à-dire, les mathématiques, c'est quelque chose qui est abstrait. Donc, c'est raisonné. C'est le raisonnement. Donc, en gros, l'IA ne remplace pas les mathématiques. Elle les rend encore plus centrales. Donc, malheureusement, certaines personnes, quand ils demandent à ChatGPT ou encore Gemini de les écrire un code, ils pensent qu'ils sont des experts en intelligence artificielle. Alors que c'est faux. Tout le monde peut faire ça.
Parce que c'est pas vous qui avez écrit le code, c'est l'intelligence artificielle qui a écrit. Vous avez simplement lui donné une requête. Vous lui avez demandé ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez être un expert en intelligence artificielle, il faut être capable de maintenant de manipuler le back-end d'intelligence artificielle. C'est-à-dire manipuler veut dire quoi? C'est-à-dire d'optimiser les paramètres. C'est-à-dire de penser comment une IA peut donner des réponses plus correctes. C'est-à-dire on ne manipule pas la réponse, on manipule l'IA elle-même. Donc c'est là on va parler de l'expert. Donc normalement aujourd'hui, la vraie expertise en intelligence artificielle, pour résumer, c'est surtout en mathématiques, en algorithme, en compréhension théorique aussi, parce qu'il faut comprendre ces bagages théoriques. Et on doit toujours différencier entre utiliser l'outil ou encore utilisateur d'outils d'intelligence artificielle et les constructeurs de modèles d'intelligence artificielle. Donc, pour finir, cette conférence ou encore cette intervention, j'affirme fortement que l'intelligence artificielle progresse. Et ça progresse très vite. Franchement, nous sommes tous étonnés à la vitesse à laquelle, ou encore de la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue. Mais elle avance grâce à des fondations mathématiques vieilles depuis plusieurs années ou encore des choses, des théorèmes, des résultats. Donc, l'intelligence artificielle, ça reste toujours différent de l'intelligence humaine parce de nos jours, nous sommes toujours à intelligence artificielle générative. Donc, on n'est pas encore arrivé à super intelligence artificielle. Super intelligence artificielle, c'est quand les robots ou encore l'intelligence artificielle pourra créer leurs propres choses. C'est-à-dire, ils seront, comment on dit ça, autonomes, indépendants des humains. Donc, ça demande beaucoup de travail. Donc, on ne sait jamais en quelle année on va arriver à ça. Et ça, les scientifiques, ils craignent que ça peut poser un problème. Imagine que nous avons des robots, ou encore nous avons une intelligence artificielle qui soit autonome, c'est-à-dire qui ne dépend pas des humains. Donc, une intelligence artificielle peut faire n'importe quoi. Il peut décider de bloquer l'Internet. Il peut décider de déclarer une guerre. Il peut décider de faire n'importe quoi parce qu'ils seront autonomes. Donc là, les chercheurs, ils travaillent. Donc, certains chercheurs voient ça comme une sorte de technologie ou encore une sorte d'avancement pour la technologie, mais d'autres vont voir ça comme une sorte de menace pour la vie humaine. Donc, les maths, c'est surtout la rigueur et la fiabilité et la compréhension. L'intelligence artificielle, ça calcule, mais les maths, ça raisonne. Donc, en gros, c'est l'intelligence artificielle qui dépend des mathématiques puisque leur fondation, ça se fait avec les mathématiques et non les mathématiques qui dépendent des intelligences artificielles. Même si vous demandez à ChatGPT de vous rédiger un devoir en maths, il ne va pas vous donner les devoirs, il ne va pas vous rédiger le devoir parce qu'il sait comment faire et parce que c'est lui qui raisonne, mais il va vous donner le devoir selon les calculs qu'il va faire sur le raisonnement des mathématiques qui sont déjà là, c'est-à-dire des théorèmes mathématiques qui sont déjà là. Donc, je vous remercie et je remercie la Fondation Tankin pour cette invitation et pour cette intervention. Et je vous parle en qualité d'un doctorant en intelligence artificielle et data science. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser. Merci beaucoup. D'accord, merci. On est arrivé maintenant au moment des questions. Et pour cela, en fait, il y a quelques questions dans le chat. Je pense que vous pouvez tenter. Et pour ceux, en fait, qui vont poser les questions au micro, vous pouvez lever les mains ou bien vous pouvez aussi ouvrir le micro et parler directement. Oui, on est arrivé au moment des questions. C'est à vous, Dr. Donaldson. D'accord. Et je vois une première question, c'est quels sont les risques majeurs si les futurs décideurs ne maîtrisent pas les fondements mathématiques de l'IA. Donc, c'est une question qui est posée par Menimtel et Mishima. Et désolé pour la prononciation des noms, etc., parce que je ne sais pas en quelle langue. Et merci pour la question, c'est une très belle question et c'est la question que beaucoup de gens se posent. Quel est le risque, ou encore quels sont les risques majeurs pour les futurs décideurs qui ne maîtrisent pas les fondements mathématiques? Dans les années à venir, les gens qui ne maîtrisent pas les mathématiques, vous serez des utilisateurs d'intelligence artificielle. Donc, une personne qui est... Donc là, quand on dit décideur, il faut distinguer dans quel sens. Est-ce que ce sont les décideurs qui fabriquent l'intelligence artificielle ou encore est-ce que ce sont les décideurs des entreprises ou encore est-ce que c'est ces décideurs qui pilotent la technologie d'intelligence artificielle? Donc, les décideurs, donc si on prend le cas que les gens qui utilisent simplement l'intelligence artificielle, par exemple les décideurs d'une entreprise, etc. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'intelligence artificielle,
Donc, c'est comme si vous allez dépendre des gens qui ont fait l'outil. C'est-à-dire, vous serez un utilisateur. Quand il y a un problème, vous ne pouvez pas savoir s'il y a un problème, etc. Par exemple, quelqu'un qui fait des calculs sur, par exemple, quelqu'un qui n'est pas mathématicien, ou encore qui n'est pas statisticien, et il fait des calculs sur Power BI, ou encore il fait un dashboard sur Power BI. Le dashboard, il est correct, il est joli, mais il peut avoir des erreurs. Mais ces erreurs, qui va voir ces erreurs-là? C'est surtout les statisticiens. Parce que les statisticiens, quand ils font les calculs manuellement, ils voient cette variance n'est pas correcte. Ils voient cette écart type n'est pas correct. Donc, mais puisqu'il n'a pas la formation, et s'il n'a pas la formation statistique, il sera obligé d'utiliser ce résultat tel qu'elle est. Donc, en gros, pour un décideur qui ne maîtrise pas les mathématiques dans l'IA, vous allez amener à utiliser comment on appelle ça, les résultats mathématiques. Okay? Par exemple, de nos jours, et surtout aux États-Unis et les autres pays, maintenant, on ne contente pas de demander d'embaucher un data scientist. Un data scientist, souvent, pourquoi? Parce qu'on remarque, il y a certains data scientists qui n'ont pas de parcours mathématique. Donc, quand il fait un modèle, le modèle, il n'a pas l'explicabilité pour le modèle. Même si le modèle est fait, il donne des réponses à 90%. Mais il n'a pas des backgrounds en mathématiques pour savoir pourquoi le modèle fait ça alors qu'il ne fait pas ça. Donc, ce qu'ils font maintenant, quand ils demandent des data scientists, ils demandent un data scientist qui ont un parcours en mathématiques. Pourquoi? Parce que quand le modèle va échouer, et tant que data scientist et qui maîtrise les maths, je pourrais savoir pourquoi il a échoué. Parce que quand le modèle a échoué, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout, on va aller dans le vif de l'algorithme. C'est-à-dire, on va voir est-ce que les équations sont correctes, est-ce que les paramètres sont bien ajustés, etc. Donc, on va corriger. Donc, on va optimiser. Donc, un décideur qui ne connaît pas les maths, quand son modèle échoue, il ne pourra pas corriger tout simplement. C'est-à-dire, il peut, par exemple, continuer à opérer dans son environnement, mais il est en train d'opérer dans l'erreur. Voilà. Donc, en gros, et dans quelques années, les gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle, il va avoir surtout un domaine qu'on on va demander toujours les gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle et qui ont des backgrounds en mathématiques. Parce que ce sont ces personnes, quand l'intelligence artificielle et encore quand l'intelligence artificielle donne des réponses incorrectes, ce sont ces personnes-là qui vont optimiser les paramètres, ou encore qui vont optimiser les réponses d'intelligence artificielle. Donc, si on ne possède pas les connaissances en mathématiques ou encore des fondements mathématiques, oui, nous serons que des utilisateurs. Parce que de nos jours, si on demande à une IA d'écrire un code pour moi, il écrit le code, moi je fais copier-coller, j'exécute le code et ça marche. Maintenant, c'est fini. Mon application, ça marche parce que j'utilise ChatGPT, il me donne tous les codes corrects. Mais le problème, quand un problème se pose, ou encore quand il y a quelque chose, parce que parfois, quand vous créez un site web, ou encore quand vous créez une application web, il y a certaines choses, l'IA ne voit pas. C'est vous, quand vous exécutez le code, vous voyez ce qui ne va pas. Par exemple, l'image est trop à gauche, il devrait être au milieu, etc. Donc, c'est à vous de voir ces choses-là. Donc, mais si vous n'avez pas la capacité de les corriger vous-même, ce sera un problème. Donc, un décideur qui ne maîtrise pas les mathématiques, il sera toujours des utilisateurs d'IA, mais pas un expert en intelligence artificielle. La deuxième question, et je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. La deuxième question, c'est est-ce que les mathématiques permettent aussi de mieux encadrer l'IA d'un point de vue éthique? Ça aussi, c'est une très belle question. Et d'ailleurs, c'est ça qui est arrivé avec cette question que l'Union européenne a posée, et surtout avec les règles qu'ils ont mis avant. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pays qui interdisent d'utiliser certains modèles d'intelligence artificielle. Pourquoi? Il y a un problème d'éthique. Un problème d'éthique parce que les modèles ne sont pas supervisés par la loi. Par exemple, moi, en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle, je peux décider de créer mon propre modèle. Même si ça a un problème sur la vie humaine, même si ça a un problème sur l'environnement, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, c'est pas mon problème. Je veux faire mon argent. Donc, même si ça a un problème d'éthique, et c'est pas mon problème.
Donc, ce qu'ils vont faire, ils sont en train de faire ce qu'on appelle les régulations. Et il faut mettre travailler sur la régulation. C'est-à-dire comment on va mettre des règles éthiques pour que l'IA puisse travailler sur pour que pour que les gens puissent utiliser l'IA sans problème. C'est-à-dire ça reste conforme ça reste conforme, par exemple, à l'environnement, la loi, etc. Donc, le problème d'éthique, est-ce que les mathématiques permettent de résoudre ça? Oui, les chercheurs sont en train de travailler. D'ailleurs, il y a certains modèles qui ont comment on appelle ça, cette technologie-là. Par exemple, si vous prenez les GAN, c'est-à-dire les Generative Adversarial Network, ça veut dire quoi? Les GAN, c'est une famille d'intelligence artificielle qui permet de générer des choses. Par exemple, quand vous générez les images qui sont totalement fausses, les images ne sont pas des vraies. Par exemple, quand vous générez une image d'une personne, la personne n'existe pas parfois, c'est juste une intelligence artificielle. Donc, c'est la famille de ces méthodes-là, c'est ça qu'ils font. Ils vont générer des images qui n'existaient pas avant. Ils vont générer des textes, des audios, etc. Maintenant, ils ont ce mécanisme-là. Ils sont en train d'implémenter ces mécanismes. Maintenant, la question d'éthique, est-ce qu'on va mettre des blocages? Ça reste un détail technique. Donc, en gros, oui, les mathématiques en partie permettent, avec un certain degré, de contenir ce problème. Et d'ailleurs, ce qui est en train de faire plusieurs chercheurs. Il y a même un modèle GAN qui est utilisé souvent pour ce qu'on appelle la confidentialité aussi. Donc, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de gérer cet aspect-là, la confidentialité. C'est-à-dire, quand vous utilisez une intelligence artificielle sur un patient, surtout en médecine, donc la confidentialité joue beaucoup. Par exemple, pour que les données sensibles ne se révèlent pas, etc. Par exemple, il y a certaines questions, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous donner ça. Il ne va pas vous répondre. Impossible. Pourquoi? Parce que ces choses sont confidentielles. Ces choses, surtout parfois, ce sont des choses sécuritaires. Par exemple, si vous allez demander à ChatGPT de vous montrer comment faire une chose qui peut tuer beaucoup de gens, etc., donc il ne va pas vous répondre comme ça. Il y a certaines informations que vous lui avez demandées, il ne va pas vous donner. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont en train d'implémenter. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore très, très bien, mais de jour en jour, ils sont en train de mettre ça en place afin que les modèles soient plus fiables et quelqu'un peut faire plus confiance à une intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dalanson. En fait, je voulais enchaîner avec une question de micro et c'est l'année suivante. Actuellement, comme nous voyons, Oui. euh, les mathématiques renseignent l'IA. C'est-à-dire qu'on utilise les mathématiques pour développer l'IA. Est-ce qu'il Oui. se perd, selon vous, en fait, votre propre expérience, est-ce qu'il se peut, en fait, dans l'avenir, que l'IA maintenant renseigne les mathématiques? Oui, ok. Belle question. Maintenant, est-ce que l'IA peut enseigner les mathématiques? C'est ça la question, Elio. C'est ça la question. Non, pas actuellement. La question, c'est, actuellement, nous utilisons les mathématiques pour développer Oui, l'IA. Est-ce qu'il se oui. peut que dans l'avenir, en fait, on utilise l'IA pour avancer les mathématiques? Ok, d'accord. Oui, parce qu'il faut distinguer plusieurs aspects en mathématiques. Il y a les mathématiques appliquées et il y a les mathématiques pures. Par exemple, les mathématiques appliquées, ce sont tous c'est tous ceux qui sont qui se basent sur des théorèmes. Par exemple, quand vous étudiez quand vous êtes à une faculté des sciences, par exemple, les sciences mathématiques, les gens qui font les sciences mathématiques, eux, ils utilisent la science, les mathématiques pures. Le plus souvent, ils utilisent les mathématiques pures. Mais quelqu'un qui est dans une faculté d'économie, ils font les maths. Par exemple, les mathématiques financières. Donc, tout ça, on les appelle les mathématiques appliquées. Ces personnes-là, ils ne savent pas normalement faire une démonstration. Par exemple, si vous allez, par exemple, dans une université, par exemple, à une faculté d'économie, on ne va pas vous demander de démontrer la formule, par exemple, des dérivés. On ne va pas vous demander de calculer la dérivée en utilisant, par exemple, le taux de variation. Vous allez appliquer les formules des dérivés, c'est-à-dire la dérivée de U sur V, ça fait quoi, etc. Donc ça, on les appelle les maths appliquées, c'est-à-dire les gens qui sont à l'économie, qui font les maths financières.
Par exemple, mathématiques pour la comptabilité, tout ça. Donc, on les appelle les maths appliquées. Après, les gens qui font les maths pures, c'est-à-dire ce qui raisonnent, parce que les gens qui font les maths pures, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Eux, par exemple, les gens qui font les maths appliquées, par exemple à l'économie, ils font les choses qui sont réelles. C'est-à-dire, ils vont se baser sur des théorèmes ou encore des choses qui sont pures, les résultats qui sont purs, pour appliquer en économie, en finance, etc. Là, ils font ce qu'on appelle les maths appliquées. Et cette partie-là, si vous demandez à une intelligence artificielle, il va vraiment faire avancer cette partie-là. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle peut faire avancer vraiment les maths appliquées. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un théorème mathématique, vous, parfois pour un professeur, c'est difficile de comprendre. Mais l'intelligence artificielle, puisque le théorème a été déjà démontré, il peut vous faire comprendre ça facilement. Il peut vous expliquer facilement. Donc, cette partie-là, il peut faire avancer ça très facilement. C'est-à-dire ce qu'on appelle les maths appliquées. N'oubliez pas les maths appliquées, ce sont des choses, ce sont des résultats mathématiques qui ont été déjà démontrés. Je vais les appliquer dans une science quelconque, en économie, en finance, en comptabilité, etc. Maintenant, l'autre partie qui reste mystère pour l'intelligence artificielle, c'est la maths pure. C'est-à-dire les maths pures, ce sont des choses qui ne sont pas encore démontrées. Maintenant, ces choses-là demandent beaucoup de raisonnement. Or, pour l'instant, l'IA ne raisonne pas parce qu'il calcule. Quand vous lui donnez une image, il ne raisonne pas comme les humains pour dire ça, c'est une image. Non, 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 non. Il ne raisonne pas comme ça. Lui, ce qu'il fait, il convertit l'image en une fraction de données, c'est-à-dire en une matrice de données. Après, il va faire des calculs. Même si vous voyez, ils disent qu'il est en train de bien réfléchir avant de vous donner la réponse. On voit ça dans les modèles ChatGPT pour le moment. Il y a ce qu'on appelle, il y a un bouton qui s'appelle Deep Search, encore, et qui pense beaucoup. Il y a un bouton qui s'appelle Thinking, je crois. C'est-à-dire, ça pense beaucoup. Avant de vous répondre, il prend le temps de bien penser. Mais prenez le temps de bien penser pour répondre. C'est pas raisonner. Attention, c'est pas raisonner. Mais c'est de l'optimisation. C'est-à-dire, il va optimiser ses réponses pour que ça soit plus correct que possible. Il prend le temps. N'oublie pas, l'optimisation en mathématiques, ça prend beaucoup de calculs. C'est-à-dire, quand vous allez calculer des dérivés, vous allez calculer la différenciabilité, etc. Donc, en gros, oui, l'IA peut faire avancer les mathématiques, mais il va faire avancer surtout la partie mathématiques appliquée. Mais pour l'instant, la mathématique pure, encore les maths pures, ça reste pour les humains. Donc, un humain qui fait les maths pures, il peut être assisté par l'intelligence artificielle. Mais tout ce qui est irréel, c'est-à-dire qui reste dans l'abstrait, dans l'abstraction, donc ça reste pour le moment au cerveau humain. Et je dois vous dire quelque chose en passant. Tout à l'heure, on avait dit, on a modélisé une partie, par exemple, des neurones avec l'intelligence artificielle. Mais jusqu'à présent, c'est pas beaucoup de parts. On peut même dire, on peut même vulgariser pour dire que même, on n'a même pas encore exploité 10% des cerveaux humains. Imagine, on n'a même pas encore exploité, on n'a même pas encore exploité 10% ou encore du cerveau humain. On peut arriver à faire toutes ces choses avec l'intelligence artificielle. Donc, imagine qu'on pourra appliquer ou encore modéliser mathématiquement 50%, 60%. Donc, le cerveau humain, jusqu'à présent, même pour les médecins, ça reste un mystère. Et c'est parfois, vous voyez, comme on appelle ça, des chercheurs qui sont vraiment intelligents, ils ont un QI vraiment intelligent, donc on n'arrive pas à comprendre comment ils sont comme ça. Donc, pour répondre à votre question, oui, l'intelligence artificielle peut, dès maintenant, faire avancer les mathématiques. Mais c'est surtout la partie appliquée. C'est-à-dire tout ce qui est appliqué en économie, en finance, tout ça. Mais les maths pures qui demandent la démonstration, qui demandent de rigueur, qui demandent du raisonnement, jusqu'à présent, c'est l'un des challenges pour l'intelligence artificielle. D'accord. Merci et c'était énormément inspirant et enrichissant. Moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que les autres ont aussi appris de la même manière et ils ont profité. On est arrivé malheureusement à la fin de notre programme, session pour aujourd'hui, mais j'aimerais prendre cette opportunité de relancer encore un appel pour que Dr. Donaldson Wilson puisse nous
donner une autre talk, parce que cela a été intéressant. J'espère qu'on pourra avoir cette opportunité. Oui, oui, j'espère que, oui, j'espère. En tout cas, et ça m'a vraiment fait plaisir. Je vois, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Peut-être c'est une question, peut-être on va prendre quelques minutes pour l'attendre. Oui, Et, et, et ça m'a vraiment fait un plaisir, surtout, et parfois, récemment, j'avais un cours à l'université, et bon, dans le cadre de mes formations doctorales, parce que quand vous faites les formations doctorales, et vous êtes amené à faire des cours à la fac, c'est-à-dire à poser des questions et à faire des TD, des exercices, tout ça. Il y a un étudiant qui m'a dit, à quoi ça sert les maths? Parce que parfois, il ne voit pas le X dans la vie. Donc, imagine avoir ces questions à l'université. Donc, on peut dire que c'est l'ignorance, mais c'est en réalité, je crois que c'est les fautes, parfois les fautes des professeurs de mathématiques. Moi, je le dis souvent, oui, pour les professeurs de mathématiques qui vont voir cette présentation encore, qui vont voir cette séance, il faut expliquer aux étudiants à quoi ça sert les choses. Par exemple, quand vous mettez votre argent à la banque, c'est-à-dire dans une banque, vous allez faire des calculs mathématiques, mais ces calculs sont appliqués, soit en économie, soit en économie, ou encore soit en finance ou d'autres choses, pour voir après 5 ans combien d'argent je vais avoir. Est-ce que je dois choisir telle banque ou telle banque? Est-ce que je dois choisir telle offre ou telle offre? Donc tout ça, ce sont des applications mathématiques. Moi, je le dis souvent, je le dis, les mathématiques, c'est l'une des plus grandes applications. Non, l'intelligence artificielle, c'est l'une des plus grandes applications des mathématiques depuis ces derniers siècles. C'est l'une des plus grandes. Parce que maintenant, quand vous posez une question à une intelligence artificielle, c'est comme si vous pensez que c'est de la magie. La façon dont il vous dit, est-ce qu'il me voit? Comment il peut voir qui c'est moi? Alors que tout ça, ce sont des mathématiques. C'est-à-dire, quand vous lui donnez une voice note, vous lui donnez une image, vous lui donnez une vidéo, il est incapable de voir ça. Impossible, il ne peut pas voir ça. Parce qu'il n'a pas les 5 sens comme un humain. Pour qu'il puisse voir, il doit convertir ça en une matrice des données. Et même si vous voyez des chiffres, ces chiffres, ils représentent une image, ces chiffres représentent quelque chose qui est unique. Donc, en gros, c'est ça. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'intervenir surtout sur un sujet qui reste flou pour certains. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Donc, comme la technologie avance beaucoup, peut-être qu'un autre sujet sera encore sur l'intelligence artificielle et les mathématiques. Merci à la Fondation Tamkin et pour cette opportunité et j'espère que ce ne sera pas une dernière fois. bien sûr que non. En fait, on va entamer pour vous inviter encore. Il y a, comme vous D'accord. voyez, beaucoup de remerciements dans le chat pour Oui, montrer comment les gens profitaient de cela. Alors, d'accord. on est arrivé malheureusement, comme je disais, à la fin de notre session. Et pour cela, j'aimerais dire à tous ceux qui ont participé au revoir et on se rencontre encore la prochaine fois. Et pour Dr. Wilson, on vous invitera encore une fois. Et un grand merci pour votre temps et pour ce que vous nous avez offert aujourd'hui. C'était énormément intéressant et magnifique. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. À la prochaine.